Bonjour à tous et bienvenue sur la Tribune Coruscante pour cette nouvelle vidéo de review dans laquelle je vais parler de Maître Tempête ou Tempest Runner en anglais, un audiodrama écrit par Cavan Scott. En France, il vient juste de sortir aujourd'hui, donc c'est l'occasion de revenir sur cette nouvelle œuvre de la Haute République. En parlant de la Haute République, Maître Tempête s'inscrit dans la vague 2 de la phase 1 de la Haute République et se passe par exemple après The Rising Storm ou l'Orage Ronde, en gros, voilà, dans le milieu de la seconde vague de la phase 1. Comme d'habitude, je vais faire une première partie sans spoilers, puis une partie avec spoil, dans laquelle je reviendrai un peu plus en détail sur l'intrigue de cet audiodrama. 2-3 choses à préciser quand même avant de rentrer dans le vif du sujet. Un audiodrama, qu'est-ce que c'est ? Il s'agit d'un format audio. C'est pas comme un audiobook, donc un livre audio, puisque dans un livre audio, il y a un seul narrateur. Là, ici, en audiodrama, que ce soit en anglais ou en français d'ailleurs, il y a un certain nombre d'acteurs qui vont incarner différents personnages. Ça ressemble en gros à un épisode radiophonique, une pièce de théâtre audio si vous voulez. Donc on n'est vraiment pas sur un livre audio classique, mais vraiment sur une œuvre à part entière qui est assez différente, surtout que dans Maître Tempête, il n'y a pas de narration. Il faut vraiment se reposer sur les dialogues, ce que disent les personnages, l'ambiance sonore aussi qui est très importante, mais rien à voir avec un livre audio classique. Pour être tout à fait honnête, sur Tempest Runner, je l'ai écouté en anglais, mais vu qu'il est sorti aujourd'hui, j'ai pu écouter un petit peu ce que ça donnait en français, notamment certains passages assez marquants que j'ai recherchés en particulier. Et je dois avouer que le résultat est vraiment très très bien. Que ce soit en anglais ou en français, on a vraiment droit à une œuvre immersive, les acteurs sont très très bons, l'ambiance sonore est très réussie, on est vraiment dedans, et c'est peut-être le côté que j'ai préféré d'ailleurs avec cet audiodrama, de la même façon que ce qui avait été fait sur Dooku Jedi Lost, écrit également par Cavan Scott, c'est que c'est vraiment une œuvre, on écoute ça, on est vraiment dedans, on est vraiment pris par le récit, par ce qui se passe, par l'ambiance, par les dialogues. C'est vraiment super et c'est très 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 immersif et vraiment j'adore ce type d'œuvre et j'espère que très prochainement on en aura davantage. On sait qu'il y aura déjà un audiodrama pour la phase 2 de la Haute République, qui est The Battle of Jedha si je me souviens bien, écrit par George Mann, et on a eu aussi par le passé Dr. Aphra qui était une adaptation on va dire des comics Dr. Aphra, la première série, mais pour l'instant on n'a que ces 3 audiodramas sur Star Wars. J'espère qu'ils feront l'objet d'adaptation aussi en français sur Lizzie. Ce serait dommage que le public français qui n'ait pas accès justement aux œuvres en VO ne puisse pas découvrir ce que c'est Dooku Jedi Lost, qui est vraiment un audiodrama de très très grande qualité. Pour ce qui est de mon avis sur l'histoire, au-delà de la forme de ce récit-là, on a vraiment droit à une œuvre qui va détailler l'histoire de l'Ornadi. Et via cette œuvre-là, on va raconter vraiment le passé, comment elle en est arrivée là, plein de détails sur l'histoire de ce personnage. On sent vraiment que c'est une œuvre un peu périphérique, vu qu'elle n'est pas vraiment inscrite dans le gros récit qu'est la Haute République, à part un élément particulier qui est très important dans cet audiodrama. J'y reviendrai plus tard dans la partie avec spoilers, bien évidemment. On est vraiment sur une œuvre annexe, mais que j'ai trouvé vraiment très plaisante à écouter. C'est très intéressant justement d'en savoir plus sur ce personnage. C'est pas forcément indispensable, mais c'est une très très bonne œuvre qui est très plaisante à écouter, dont l'histoire est assez intéressante et qui enrichit, on va dire, l'histoire de l'Ornadi et qui rend le personnage d'autant plus intéressant, puisqu'on n'a pas forcément beaucoup le temps de la développer dans les autres œuvres, vu que c'est une antagoniste, mais voilà, là ça permet justement d'aller plus en détail sur ce personnage qui en devient d'autant plus intéressant. Ce qui est assez intéressant, c'est qu'on résout 2-3 choses, on raconte des trucs en plus par rapport à ce qui avait été présenté dans l'Orage Gronde, et la résolution de certains scénarios exposés dans ce roman-là, justement c'est assez appréciable de voir ça là-dedans. On voit bien que c'est Cavan Scott qui a écrit les deux, que ce soit l'Orage Gronde ou Maître Tempête, et Scott essaye de résoudre 2-3 trucs qu'il a exposés dans le roman d'avant, et c'est assez sympa à écouter. Donc si je dois résumer assez rapidement mon avis global, je l'ai trouvé très très bien cet audiodrama, que ce soit en anglais ou en français. Alors je ne l'ai pas encore écouté en entier en français, comme je vous ai dit tout à l'heure, j'ai écouté quelques extraits que je voulais vraiment à tout prix entendre pour voir à peu près comment étaient les voix des personnages, écouter certaines scènes aussi qui m'avaient marqué, mais je vous recommande fortement l'écoute de cet audiodrama, que ce soit en anglais ou en français. Mais n'hésitez pas à aller l'écouter, je trouve que c'est d'une très très bonne qualité. Une autre chose que j'ai bien appréciée avant de passer en partie spoil, c'était vraiment la façon dont l'intrigue était construite. C'est vraiment écrit de façon à ce qu'on soit pas perdu dans l'histoire, parce qu'on navigue bien entre plusieurs timelines en fait, au gré de cette histoire-là. Mais c'était fait de façon assez clair, assez simple à suivre, et les allers-retours entre présent, passé, etc. sont vraiment bien faits. Ça aurait pu être plus confus, mais c'était assez clair, j'ai trouvé, surtout, il y a tous les artifices justement pour faire comprendre qui parle, que ce soit également les ambiances sonores qu'on retrouve d'une scène à l'autre. On comprend très rapidement où se déroulent les scènes. C'est une œuvre qu'il faut écouter avec attention, mais si on est suffisamment dedans, on comprend directement ce qui se passe, où on est, etc. C'est vraiment très bien fait et très agréable à suivre. Je pense pas pouvoir dire grand chose de plus dans une partie sans spoilers, donc à partir de maintenant, on va commencer la partie avec spoil. Là, à partir de maintenant, c'est pour ceux qui ont déjà écouté Tempest Runner ou Maître Tempête, ou ceux qui n'ont pas grand chose à faire d'être spoilés. Par contre, vu que c'est sorti aujourd'hui en France,
Je vous recommande vraiment d'aller écouter Tempest Runner avant d'écouter la suite de cette vidéo. Comme je disais tout à l'heure, on est vraiment sur une œuvre qui est consacrée à Lornadi, donc un personnage qui fait partie des antagonistes de la Haute République, vu que c'est une des Tempest Runner, une des maîtres tempêtes au sein des Nihil. Et on découvre vraiment, grâce à cette œuvre-là, toute son histoire, de sa jeunesse jusqu'à aujourd'hui. Et c'est vraiment bien justement ce genre d'œuvre où on en apprend davantage à propos d'un personnage. On nous explique par exemple comment ça se fait qu'elle soit rentrée dans les Nihil et comment. Les personnes qu'elle a rencontrées, qui l'ont influencée, que ce soit quand elle était jeune avec sa famille sur Aeloth. Comme je disais tout à l'heure, c'est un personnage qu'on n'a pas forcément trop le temps de développer dans les autres romans. Donc là, c'était le moment parfait pour en apprendre plus sur elle. Et ce qui est présenté par rapport à sa famille, ce qui est présenté par rapport au moment où elle rejoint les Nihil, c'était assez intéressant de voir comment c'était arrivé tout ça. On se rend compte qu'elle a rencontré pas mal de monde, il lui arrivait pas mal de choses, elle a vécu bien des vies différentes avant d'intégrer les Nihil, si bien qu'aussi elle a passé toute une partie de sa vie à cacher son nom, à ne pas être appelée Lornadi, que ce soit par exemple quand elle se fait trouver par les Jedi, donc au Poran Sysis, qui l'amène sur l'académie de Carida, elle se fait appeler Eden, et ensuite quand elle est emprisonnée à bord du Restitution, elle se fait appeler Salcrost, si je me souviens bien, puisque c'est un lieu particulier sur la planète d'où elle est originaire à la base. Il y a des grandes parties de sa vie où elle se fait pas appeler Lornadi. Ça, on l'avait vu dans les autres romans de la Haute République. Mais son vaisseau à Lornadi, c'était le Lornadi. Et en gros, elle explique pourquoi elle choisit d'appeler son vaisseau exactement comme elle. Il y a vraiment une appropriation au fil du temps dans son histoire de son propre nom, justement d'une affirmation, on va dire, de son identité. Et si bien que le précédent qu'elle avait s'appelait le Lornadi, et le vaisseau prison duquel elle s'échappe, elle s'échappe pas vraiment du coup parce qu'elle le récupère et ça devient son vaisseau personnel à la fin, elle le renomme évidemment le Lornadi. Donc c'était assez intéressant de voir pourquoi elle faisait ça, et j'ai trouvé que c'était une justification assez intéressante. Ce que j'ai bien aimé aussi, c'est qu'on revoit le personnage de Panaita, qui était supposé mort suite à l'orage gronde, mais en fait non, il va venir se venger de Lornadi qu'il avait balancé en pâture en fait, et qu'il l'avait laissé dans un piètre état à la fin de l'orage gronde. Et ce qu'il va vouloir faire Panaita, évidemment, c'est se venger de Lornadi, puisque elle est responsable de son sort en gros à la fin de l'orage gronde. Il va pas très bien du coup, ce Panaita, qui était du coup un Tempest Runner aussi, un maître tempête comme Lornadi. Et on voit justement ses conversations avec un ancien Nihil qui va l'amener vers Lorna. Et Pan va essayer d'intégrer le vaisseau prison sur lequel est enfermé Lornadi pour pouvoir se venger, pour pouvoir l'éliminer. Mais évidemment ça va pas se finir comme ça, c'est Pan qui finit par être tué par Lorna. Donc on a vraiment la résolution de cette querelle entre Maître Tempête au sein des Nihil qui était exposée dans les précédents romans. Et j'ai trouvé que c'était une bonne fin satisfaisante. Ce que j'ai bien aimé, c'est que justement Lornadi se fait emprisonner sur un vaisseau prison de la République. Et il y a tout un processus, justement, on voit un peu le système carcéral de la République qui est quand même assez particulier, très en lien, on va dire, avec les idéaux de la chancelière Lina Soh. Elle se fait appeler Sal au sein de cette prison-là, sauf que elle rencontre d'anciens Nihil qui la reconnaissent. Et justement, il y a tout un truc par rapport à cette Tasia, le personnage de Tasia, qui essaye de la faire chanter, qui lui dit si ça se trouve, je vais pouvoir le dire, etc. Puis il y a tout un truc par rapport à ça qui est quand même assez intéressant, et il y a quelques tensions justement à bord de ce vaisseau-là, surtout avec d'autres personnages assez hauts en couleur, on va dire. Mais j'ai bien aimé justement tous les personnages qu'elle rencontre sur ce vaisseau-là, que ce soit l'autre Twi'lek là, avec toute son histoire, qui veut retrouver ses enfants, qui est assez intéressant du coup. Il y a vraiment plusieurs personnages qui sont pas mal présentés à ce moment-là, et j'ai trouvé que c'était intéressant justement la façon dont Lornadi interagissait avec eux. Moi j'avais peur un petit peu que ça devienne une semi-rédemption du personnage, mais en fait non, Lornadi c'est vraiment une méchante de bout en bout. Vers la fin, elle a quand même une opportunité de se racheter, on va dire. Mais non, c'est pas elle, c'est pas son personnage, elle est pas comme ça. Et j'ai trouvé ça intéressant justement de ne pas tomber dans ce travers entre guillemets de la rédemption, qui est un petit peu facile quand on commence à s'attacher un peu à un personnage et qu'on commence à le développer. Non, Lornadi, elle est particulière, elle veut être indépendante, elle veut pas répondre de qui que ce soit. Elle est quand même assez impitoyable, que ce soit avec Panaita ou les ennemis qu'elle a pu se faire au fil du temps. Et même avec les amis qu'elle a pu se faire aussi, parce qu'elle finit par descendre l'autre, là, celui qui était une espèce de commandant là, dans la prison, avec qui elle sympathise plutôt, mais elle n'hésite pas à s'en débarrasser. Donc c'est un personnage assez complexe et qui tombe pas, comme je dis, dans le travers de la rédemption. Et j'ai bien aimé justement ce côté-là, vraiment très antagonistique en fait du personnage, et qui reste une méchante malgré ce qui lui arrive dans Maître Tempête. Un truc très intéressant par rapport à la Haute République, c'est que vraiment on a pour la première fois, il me semble, vraiment une apparition de Asgaro, donc le père de Marchion-Ro, et on a pu voir les dessous, comment s'est passé justement l'assassinat d'Asgaro qu'on avait pu mentionner dans les romans précédents. Et on se rend compte que Lourna a essayé de l'avertir
du complot que faisaient Kassav et Panaita, donc les autres Tempest Runners qui étaient au Sun and Hill avec elle. D'ailleurs, j'ai trouvé ça très intéressant, la façon dont elle devient Tempest Runner. Elle se fait récupérer par Panaita qui la remarque, et elle se fait amener justement au grand hall des Nihil qu'on voit dans la lumière des Jedi. Et ils mettent à mort justement un des Tempest Runners qui aurait trahi Asgar Ro. Alors le plan d'ailleurs, c'est qu'à la base, ils devaient attaquer Asgar, se débarrasser de lui, et du coup le remplacer, puisqu'en fait ils misent sur le fait qu'ils vont pouvoir contrôler Marchion Ro bien plus que le père. Bon, ils vont se tromper d'ailleurs là-dessus, parce que Marchion Ro il va pas se laisser faire sur la fin de Tempest Runner, quand on voit justement le moment où Marchion Ro accède à la place de Œil des Nihil. À la base c'est vraiment Panaita qui la remarque, et Asgar le nomme directement Maître Tempête, ce que Panaita a pas vu venir. Et c'était assez intéressant de voir comment elle a accédé à ce poste-là, et on comprend un peu mieux quels sont les griefs qu'il peut y avoir entre Lourd Nadi et Panaita. Donc c'est vraiment une œuvre très intéressante si vous voulez en savoir plus sur les Nihil. J'ai trouvé vraiment que cette façon de présenter les Nihil de l'intérieur était très intéressante. Et vraiment, là, si on veut se renseigner davantage sur ça, c'est indispensable par rapport à ce qu'on veut savoir sur la Haute République. C'est quand même très intéressant comme œuvre. À la fin d'ailleurs, ce qu'on se rend compte, c'est que tout le monde pense qu'elle est morte. C'est un truc qui est d'ailleurs exposé dans les comics. En tout cas, parce qu'il y a certains comics qui se passent avant Tempest Runner et certains qui se passent après, au sein du tome 2 là, qui est sorti chez Panini, où justement dans le second arc, on voit Lourd Nadi qui est de retour. Mais tout le monde la croit morte, que ce soit la République ou que ce soit même au sein des Nihil avec Marchion Ro qui la croit morte également. Mais elle fait sa réapparition à la fin à bord du nouveau vaisseau, du coup renommé le Lourd Nadi, l'ancien vaisseau prison à bord duquel elle était enfermée. Et elle fait vraiment le serment de plus avoir à servir quiconque. On ne sait pas exactement ce qu'elle veut à la toute fin. Elle a vraiment cette volonté de s'affranchir de toute hiérarchie, de tout pouvoir, on va dire. Elle a vraiment cette volonté de s'affranchir de qui que ce soit, même de Marchion Ro en soi. Donc j'ai hâte de voir ce que ça va donner avec le personnage par la suite. J'ai pas lu encore les autres romans, les autres œuvres de la Haute République qui se passent après Tempest Runner. Ça m'a quand même donné de l'intérêt pour Lourd Nadi, qui est un personnage sympathique mais sans plus pour l'instant, mais qui bénéficie vraiment d'un développement de personnage qui a lieu justement dans Tempest Runner et qui me donne envie de voir ce qui va se passer au sein des Nihil dans la suite. Quelque chose me dit que ça va pas se passer forcément très simplement, et va y avoir 2-3 soucis, surtout en plus par rapport à ce qui est exposé dans Out of the Shadows, donc hors de l'ombre. Lourd Nadi, elle s'est un peu plantée quand même sur certains trucs, et ils ont perdu un atout majeur, les Nihil, sans en dire plus. Donc j'ai vraiment hâte de voir ce que ça va donner sur la suite de l'histoire. Donc voilà, c'est à peu près tout ce que j'avais à dire sur Tempest Runner ou Maître Tempête en français. Je vous encourage bien évidemment à écouter cette nouvelle œuvre de Cavan Scott, que ce soit en anglais ou en français. En français, elle est disponible sur Lizzy. Il me semble que ça fait à peu près 6 heures comme œuvre, donc bon, ça s'écoute facilement. Ça s'écoute vraiment très vite, c'est beaucoup plus court qu'un livre audio. Mais par contre, l'immersion est vraiment géniale, et une fois qu'on est dedans, on en décroche difficilement quand même, je trouve. J'espère que cette vidéo de review vous aura plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à laisser un like. N'hésitez pas également à commenter cette vidéo si vous voulez donner votre avis sur Maître Tempête de Cavan Scott. N'hésitez pas également à vous abonner à la Tribune de Coruscant et à activer les notifications si vous ne voulez pas rater nos prochaines vidéos. On se retrouvera très vite pour une nouvelle review d'œuvres de la Haute République. A très bientôt, et que la force soit avec vous.